Aujourd'hui, dans Guns Club, nous verrons comment les États-Unis coulaient plus de sous-marins depuis les airs qu'en mer. Et même avec des mitrailleuses de calibre 50 causant de lourdes pertes à l'axe. Et en remportant la Seconde Guerre mondiale sur les mers. Cela semble assez difficile à croire, mais les statistiques ne m'en notent pas. Voici toutes les pertes de sous-marins allemands signalées pendant la guerre, que l'on peut voir bien mieux représentées dans ce tableau issu d'une étude détaillée. En réalité, les Américains ont détruit plus de sous-marins par avion que par navire de guerre. Ce graphique montre comment, chaque année, les alliés occidentaux ont détruit de plus en plus de sous-marins de façon spectaculaire. Cela s'est produit quand les avions ont été massivement utilisés pour la lutte anti-sous-marine, si bien qu'à la fin de la guerre, ils ont détruit plus de sous-marins. Même s'ils n'ont pas été utilisés pendant toute la guerre pour cette tâche, cette statistique est claire. Les avions étaient bien plus importants pour les vaincre, les sous-marins et les sous-marins alliés réunis. C'est quelque chose de très contre-intuitif. Comment un avion pourrait-il couler un sous-marin ? Comment les Alliés ont-ils fait de leurs avions de véritables machines à anéantir les U-boots ? Dans cette vidéo, nous allons éclaircir toutes les tactiques aériennes anti-sous-marines des Alliés. Les sous-marins allemands étaient un véritable problème pour les Alliés lors des premières étapes du conflit. Ils coulaient littéralement plus de navires qu'on ne pouvait en remplacer, étant extrêmement efficaces. Si l'on regarde cette statistique tirée des rapports mensuels de renseignements sur la guerre anti-sous-marine des États-Unis, on remarque quelque chose de curieux. Les pertes causées par les U-boots au début étaient supérieures au nombre de navires construits, ce qui représentait une véritable catastrophe pour les Alliés. Mais si l'on regarde précisément en 1942, la situation a radicalement changé. C'est précisément lorsque les États-Unis sont entrés en guerre et ont commencé à augmenter le nombre d'avions pour la guerre anti-sous-marine, intensifiant ainsi les zones de patrouille. L'un des responsables de ce changement, bien sûr, fut le décryptage d'Enigma. Mais l'acteur le plus important de ce changement fut cet avion. Je te présente le B-24 Liberator, l'un des bombardiers les plus prolifiques de la Seconde Guerre mondiale, et une pièce fondamentale des forces aériennes alliées occidentales pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi l'avion qui a détruit le plus de sous-marins pendant toute la guerre. C'étaient des bombardiers. Mais ils se sont révélés tellement efficaces pour détruire les sous-marins que leur mission a considérablement évolué. Au milieu de la guerre, ils étaient essentiels pour détruire les sous-marins qui pouvaient représenter une menace pour les convois alliés. Nous pouvons voir la nature de leur travail dans les instructions anti-sous-marines de la flotte des États-Unis. Le B-24 pouvait détecter les sous-marins de manière autonome en utilisant des techniques classiques de détection par radar ou des appareils de détection magnétique. Les sous-marins se trouvaient généralement en surface, rechargeant leurs batteries, un processus qu'ils devaient effectuer toutes les 12 ou 24 heures. Où ils pouvaient même rester plus longtemps sous l'eau s'ils étaient équipés d'un schnorchel. Après détection, le sous-marin pouvait être attaqué de 3 façons. La méthode la plus efficace était l'emploi de charges sous-marines. Des charges comme la Mark 47 transportées en grand nombre étaient extrêmement létales sous l'eau. Le document nous montre un graphique expliquant comment elles étaient lancées. La distance d'attaque dépendait de la turbulence des moteurs du sous-marin, et 4 charges étaient lancées. Les attaques devaient être concentrées dans un rayon de 1,5 fois la longueur du sous-marin. Et bien sûr, en l'attaquant par les flancs. Une autre façon pour les avions d'attaquer les sous-marins était d'utiliser la coopération air-mer, ou, plus important encore, les mitrailleuses. Les B-24 étaient équipés de 10 mitrailleuses réparties sur tout l'appareil, des mitrailleuses anti-aériennes de calibre 50 qui utilisèrent des munitions perforantes pour être plus efficaces contre le blindage des avions. Dans la section, sur l'attaque à la roquette, il est indiqué que l'attaque à la mitrailleuse contre les canons anti-aériens du sous-marin doit commencer à environ 1800 mètres de distance, lors de l'approche, ou plus tard. Il est précisé que l'utilisation des mitrailleuses sera dirigée directement contre le personnel. L'objectif important suivant est la conduite d'admission d'air du moteur principal, qui s'étend depuis l'extrémité arrière inférieure de la tour de commandement vers l'arrière sur environ 7,6 mètres. Ensuite, si les réservoirs d'air comprimé ou de ballast sont visibles au niveau de la tour de commandement, plus clair que l'eau. On cherchait à neutraliser le sous-marin en visant ses points faibles avec des mitrailleuses. Ce tuyau se trouvait à cette position, et s'il était détruit, évidemment le sous-marin était neutralisé. Après avoir entendu cela, tu pourrais penser que le feu des mitrailleuses était peu important. Mais en réalité ce n'était pas le cas. Au début, les sous-marins fuyaient en plongeant dès qu'ils apercevaient un avion.
mais les charges de profondeur permettaient de les attaquer alors qu'ils cherchaient à s'échapper immergés. Cela a donc conduit à l'apparition de U-boots dotés de défenses anti-aériennes plus solides. Les U-boots allemands étaient équipés d'un canon lourd capable d'arrêter un bombardier, et l'on pouvait également voir des U-boots avec des canons anti-aériens de 20 mm montés sur la tourelle du sous-marin. L'armement anti-aérien de ces sous-marins pouvait varier selon le type de sous-marin, mais il était très présent au milieu du conflit, comme on peut le voir sur ce graphique des rapports mensuels de la guerre anti-sous-marine. De cette façon, ils pouvaient se défendre au lieu de fuir et de croiser les doigts pour que les charges n'atteignent pas leur position. Les hommes, utilisant ces canons et armes anti-aériennes, étaient très exposés au feu des mitrailleuses, rendant ces dernières indispensables pour approcher un sous-marin en surface. En fait, tirer avec des mitrailleuses depuis les bombardiers s'est avéré si efficace que l'Allemagne a retiré les canons de gros calibre, car ils étaient considérés comme un véritable risque à utiliser, et les a remplacés par des canons automatiques plus efficaces contre les avions. À la fin de la citation, il dit quelque chose d'assez curieux qui a attiré mon attention. Ne tirera-t-on pas intentionnellement sur les survivants dans l'eau ? Si un marin tombait à l'eau, il était déjà considéré comme hors de combat. L'attaque à la mitrailleuse était étayée par plusieurs photos que j'ai trouvées de sous-marins attaqués à la mitrailleuse depuis les airs. Tu te demanderas si les mitrailleuses pouvaient percer la coque exposée ou immergée du sous-marin, mais en réalité, ce n'était pas possible. L'épaisseur de la coque des sous-marins allemands pouvait atteindre 35 mm et celle de la tourelle jusqu'à environ 32. Si l'on analyse les tests balistiques des Marines concernant les munitions perforantes de la mitrailleuse M2, on voit qu'elles peuvent percer 25 mm. À seulement 200 mètres, les projectiles s'arrêteraient à 1 cm de pénétrer la coque du sous-marin. Cependant, des dommages à la coque causés par des projectiles peuvent provoquer des fuites et rendre le sous-marin inutilisable en immersion. Je n'ai trouvé aucune étude de cas sur ce sujet, peut-être pour cette raison. Les artilleurs étaient seulement chargés de fournir un tir de suppression contre les artilleurs des sous-marins, ainsi que de tirer sur les ouvertures de ventilation, des points faibles où les mitrailleuses pouvaient effectivement causer des dégâts. Si cette vidéo t'a plu, sais-tu pourquoi les sous-marins hors-coréens sont verts ? Clique ici pour regarder. Merci et au revoir.